Deux expéditions tragiques, mystérieuses, que beaucoup qualifient de maudites. Les oubliés de l'île de Clipperton, obligés de survivre comme ils le peuvent alors que des catastrophes s'accumulent et qu'une menace inattendue les guette, et l'expédition maudite de Terra Nova, une course vers le pôle sud qui va enchaîner les malheurs. Pour cette vidéo, je vous présente The X-People, nouvelle sortie aux éditions Grand Angle. La BD est le sponsor de cette vidéo et elle est justement dans le thème. C'est une sortie audacieuse que je suis vraiment super content de pouvoir vous présenter et d'avoir en partenaire aujourd'hui. Une troupe de pèlerins fait route vers Jérusalem pour tenter de lever une malédiction. Ce sont les grandes lignes de la BD de The X-People et ce premier tome alterne entre flashbacks et péripéties de voyage. On comprend qui est chaque membre de la bande et comment ils en sont arrivés là. La BD utilise l'humour pour aborder des sujets graves afin de dédramatiser et ça fonctionne super bien, d'autant que les personnages sont tous très bien caractérisés et atypiques. C'est visuellement surprenant, très joli et plein de bonnes idées narratives. Surtout, The X-People se déroule au Moyen-Âge dans un style qui s'apparente à de la dark fantasy, et même si le style se veut parfois un peu mignon comme ça en apparence, eh bien la forme comme le fond dépeigne une violence souvent crue, mais qui ajoute de l'épaisseur à la fois à l'histoire racontée, à la quête de ces parias qui souhaitent se repentir, et surtout aux personnages eux-mêmes. L'histoire est prévue en 2 tomes, The X-People est déjà disponible aux éditions Grand Angle dans vos librairies. C'est une BD qui colle avec la thématique de cette vidéo, et d'ailleurs, c'est parti pour le premier cas, l'île maudite de Clipperton. L'île tragique, l'île de la désolation, l'île de l'oubli ou encore l'île mystérieuse. Ces nombreux surnoms laissent présager les sombres événements qui s'y sont déroulés. J'ai été vraiment touché par cette affaire qui plonge dans la nature la plus sombre de l'humanité en période de crise. Ça paraît exagéré, mais vous allez voir que je n'abuse pas, je vais vous raconter cette histoire sans insister sur les points difficiles, parce que j'imagine que vous n'avez pas forcément envie d'entendre des détails sordides, on s'en réjouit difficilement, mais en tout cas soyez avertis, des expéditions maudites n'augurent par définition rien de réjouissant. Cette île française est l'une des plus isolées au monde. Elle se nomme Clipperton d'après John Clipperton, un flibustier, pirate et naturaliste anglais qui aurait abandonné son trésor en 1704. Cela pourrait déjà être une histoire à part entière, mais c'est un récit plus tragique qui nous intéresse aujourd'hui. L'île de Clipperton, vous vous le demandez peut-être, elle est là. La terre continentale la plus proche est le Mexique à environ 1000 km. La Polynésie française se situe à 4000 km et l'île de Clipperton est à 13 000 km de Paris. Son isolement fait que certains États comme le Mexique revendiquent la souveraineté de l'île vis-à-vis de sa position géographique. Mais vraiment, ce territoire est conflictuel pendant très longtemps puisque ce n'est qu'en 1959 que le Mexique reconnaît officiellement que l'île est française. Bon, vous avez le contexte. L'île en elle-même fait 2 km². Il n'y a pas d'eau potable, les crabes qui pullulent sont toxiques, et si jamais vous essayez de vous éloigner par la mer, des requins rôdent tout autour. Elle est inhospitalière. C'est pour ça qu'il faut attendre le 17 avril 1858 pour que le lieutenant français Victor Lecote de Kervegen s'y installe au service de la France pour y exploiter son phosphate. Malheureusement, lui et ses hommes sont contraints de l'abandonner à cause des conditions de vie qui sont trop difficiles. Elle est ensuite exploitée par les Américains de 1892 à 1897. Ils y prélèvent surtout du guano, des matières fécales d'oiseaux marins qui servent à élaborer des engrais efficaces. En 1897, le Mexique décide à son tour d'occuper Clipperton. En 1906, ils y construisent un phare. Ce phare est occupé par le gardien Victoriano Alvarez. Vers 1907, le Mexique estime que la France laisse ce territoire à l'abandon. Et puis ils ont bien remarqué les activités des États-Unis qui ont duré plusieurs années. Cette île est un manque à gagner et devrait entièrement revenir au Mexique. En tout cas, ils le pensent. Alors ils souhaitent que l'affaire soit débattue en demandant un arbitrage international au roi d'Italie et à la Cour internationale de La Haye. Mais ils n'ont pas envie d'attendre indéfiniment une réponse. Alors ils envoient en même temps une garnison militaire commandée par le capitaine Ramon Arnaud sur l'île de Clipperton pour la sécuriser. C'est donc une dizaine de soldats et leurs épouses qui prennent possession de l'île. Victoriano Alvarez, gardien du phare, c'est un homme taciturne qui vit à l'écart du groupe. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que les colons font pour survivre. Eh bien, Clipperton est approvisionné tous les 4 mois par un bateau venu d'Acapulco. Ils ont également amené des cochons avec eux et commencent des potagers qui mettront du temps à pousser. Les années passent,
En 1914, l'île compte 26 résidents. Sur la même période, et depuis 1910, détail très important, le Mexique est secoué par la révolution mexicaine qui mène à des troubles politiques majeurs, ce qui conduit petit à petit le pays à oublier son morceau d'île. Ici commence la tragédie des oubliés de Clipperton. C'est une petite communauté à hauteur de village qui habite sur Clipperton. Des enfants, des femmes, des hommes. Ils sont coincés là, sans échappatoire. 26 habitants laissés à l'abandon. Et là, un drame, en février 1914, un cyclone ravage l'île. Les potagers sont détruits et c'est terrible, parce que leur source d'alimentation principale entre les ravitaillements vient d'être détruite. La situation devient délicate. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Une douzaine de personnes mal en point échouent sur l'île. Ce sont des rescapés d'un naufrage causé par le cyclone, non loin de là. Ils rejoignent une colonie qui est déjà au bord de l'implosion. La faim commence à se faire sentir, et les esprits s'échauffent. La nourriture devrait revenir en priorité à la colonie. Ces naufragés fraîchement arrivés représentent un poids qui pourrait mettre en péril la survie du groupe qui est déjà sur le déclin. En tout cas, c'est ce qu'estiment les résidents. Le capitaine Arnaud sent bien que la situation est tendue. Heureusement, le prochain ravitaillement est prévu au mois de mai, se dit-il. Mais arrive aucun bateau de ravitaillement en vue, ni les jours suivants. Il faut agir et vite. La chaleur et la faim frappent de plus en plus fort. Le capitaine Arnaud désigne 4 de ses meilleurs marins et les envoie sur un canot de fortune direction le Mexique pour demander de l'aide. 17 jours en haute mer sans certitude et avec la pression immense sur leurs épaules de la potentielle survie de toute la colonie de Clipperton. Ils finissent par arriver à Acapulco, mais ils ne sont plus que 3. La traversée aura eu raison d'un des hommes. Fin juin, grâce à eux, l'USS Cleveland, navire américain, arrive au large de Clipperton. C'est le salut tant attendu et les naufragés embarquent à bord. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un navire de guerre américain et qu'à ce moment précis, le Mexique est toujours troublé et les troupes américaines occupent le port de Veracruz. Par honneur, certains penseront par zèle, le capitaine Ramon Arnaud refuse de monter à bord d'un navire ennemi. Tout le monde part, sauf lui, ses 11 hommes et leurs familles, femmes et enfants. Désormais, ils le savent, il n'y aura pas de secours immédiat. Alors il faut bien trouver des solutions pour survivre. D'abord, le groupe rationne les noix de coco, puis se mettent à consommer des fous masqués. Ce sont les crabes qui peuplent l'île massivement. Puis, petit à petit, les habitants commencent à mourir de maladies. Ils sont atteints du scorbut. Cela est notamment dû à leur alimentation désastreuse et à leur carence en vitamine C. En mai 1915, les sources divergent. Parfois, ils ne sont plus que 4 hommes, parfois 2, Arnaud et son lieutenant. Le compte est difficile à connaître précisément à cause des événements sur le point d'arriver, mais voilà, il y a assurément le capitaine Arnaud, son épouse Alicia Rovira, qui est alors enceinte, leurs 3 enfants et une domestique, un lieutenant et son épouse, 3 veuves de soldats, 3 enfants orphelins et un certain Victoriano Alvarez. Mais si, vous savez, c'est ce fameux gardien de phare. Il est tombé malade et n'en a probablement plus pour longtemps. Ils sont coincés, impossible de quitter l'île, Arnaud ne dispose que d'un petit bateau et pas assez de gasoil pour rejoindre le continent. Mais le 5 mai arrive et il voit un navire. La mer est agitée, mais pas de temps à perdre, c'est sûrement leur dernière chance, il met sa baleinière à l'eau et rame avec son lieutenant et les derniers hommes mal en point. Sauf que... il n'y a aucun bateau. Le capitaine s'en rend compte trop tard et les hommes périssent en mer. Alicia Rovira, l'épouse d'Arnaud, et tous les autres survivants sont définitivement abandonnés. La dernière embarcation permettant de quitter l'île vient de sombrer avec le capitaine. Comme si cela ne suffisait pas, un nouveau cyclone frappe Clipperton. Alicia conduit les survivantes à l'abri dans ce qui leur sert de maison. La tempête rase entièrement le camp. Les femmes et les enfants s'organisent pour survivre. Alicia, veuve, donne naissance à Angel sur l'île. Pendant ce temps, Victoriano Alvarez, le gardien de phare, se remet de sa maladie. Un cauchemar est sur le point de commencer pour les survivantes. Victoriano Alvarez se remet sur pied. Ce gardien de phare, normalement dans son coin, les rejoint. Il sait que le capitaine Arnaud et tous les hommes ont péri. Faisant mine d'aider les survivants, il réalise un inventaire des ressources restantes puis regroupe toutes les armes à feu. Victoriano jette les armes au fond du lagon, sauf un fusil
qu'il garde pour lui. Il réunit alors les rescapés, fusil en main, et leur déclare qu'il est le roi de Clipperton. Deux femmes se révoltent. Il les maltraite et les exécute avec son arme. Les autres sont battus régulièrement. Je pense qu'on ne peut tout simplement pas s'imaginer l'horreur que vivent les victimes sur l'île à ce moment-là, surtout avec tout ce qui a déjà précédé, et qui pensaient que ça ne pouvait pas être pire. Comme je l'ai dit, je ne vais pas insister sur les détails sordides parce que vous vous en doutez, Alvarez se sert des survivantes comme esclaves, notamment sexuelles. Alvarez prend en grippe Alicia, la veuve. Il sait qu'elle le dénoncera au prochain passage d'un bateau. Il est perspicace, tout le monde risque de le dénoncer. Mais il s'inquiète surtout du fait qu'elle pourrait fomenter une rébellion. Faut-il la tuer maintenant ou plus tard? Le roi fou décide, heureusement, d'attendre. Le cauchemar des survivants dure 2 ans. Imaginez-vous 2 ans dans ces conditions. Ils ne se nourrissent que des noix de coco qu'ils se partagent et résistent aux intempéries comme ils peuvent en s'abritant grâce aux débris du campement. 2 ans dans la peur, l'incertitude, à ruminer des solutions potentielles et parfois radicales. Finalement, le 18 juillet 1917, Alicia, son fils de 7 ans, Ramon Arnaud Jr. et une survivante, Tirza Randon, font irruption au phare. Alvarez est en train de faire griller un oiseau de mer. Tirza s'introduit dans la hutte d'Alvarez et récupère un marteau. Elle ressort et regarde Alicia qui lui fait un signe. Tirza se cramponne au marteau, s'approche d'Alvarez et lui assène 2 puissants coups sur le crâne. Blessé, le bourreau essaie d'attaquer Alicia. Ramon Jr. s'empare du fusil pendant que Tirza frappe à nouveau Alvarez qui s'écroule au sol. Mais sous la frénésie du moment, en pleine vengeance, Tirza s'empare du couteau d'Alvarez et le poignarde pour finalement lui lacérer le visage. L'ère de terreur d'Alvarez touche à sa fin. Quand le sort s'acharne, on finit par se croire maudit. On ne peut même pas parler de résilience, dans le cas des victimes de Clipperton, c'est de la survie pure, avec tous les traumatismes que cette situation peut engendrer. Alors même que les premiers drames ont commencé, je le rappelle, début 1914, et qu'avant ça, la vie sur l'île n'était déjà pas une partie de plaisir. Voilà que les survivants sont toujours perdus, oubliés sur Clipperton, désormais coincés avec le corps de leur bourreau sur cette île maudite. Le navire de guerre USS Yorktown qui sillonne les côtes à la recherche de sous-marins allemands, nous sommes alors encore en Première Guerre mondiale, je le rappelle, se rend à Clipperton pour vérifier si l'île n'a pas été prise par les Allemands. Ils y découvrent alors les survivants. 3 femmes, 8 enfants rachitiques et sous-alimentés, dont le petit Angel, 2 ans, incapable de marcher, car beaucoup trop affaiblis. Les femmes racontent leurs mésaventures et conduisent les Américains au phare. Le corps d'Alvarez est abandonné au crabe, tandis que les rescapés quittent enfin Clipperton, l'île maudite. Le lieutenant Kerr écoute le récit des rescapés pour établir un rapport. Appuyé par son capitaine Péril, ils font ce qu'ils peuvent dans le compte-rendu pour atténuer la responsabilité de Tirza à propos du meurtre d'Alvarez. Les rescapés retrouvent leur famille au port mexicain de Salina Cruz le 22 juillet 1917. Alicia est accueillie par son père, Félix Rovira, qui lui apprend que tout le monde les croyait morts, les autorités mexicaines leur ayant déclaré que la colonie avait péri. Ici s'achève l'expédition maudite de Clipperton, après 9 ans passés sur l'île, dont plusieurs aux proies à la famine et au sadisme d'Alvarez. Aujourd'hui, l'île de Clipperton est toujours française et elle suscite depuis 2010 des intérêts politiques et scientifiques, même si son destin n'est pas encore clair. Il faut savoir que cette affaire tragique a été plusieurs fois racontée et parfois un peu romancée, aussi bien dans des essais que des romans. Vous retrouverez plusieurs articles en source si les détails vous intéressent. L'expédition maudite du Terra Nova. Le 4 janvier 1911, Robert Falcon Scott et ses hommes arrivent enfin sur l'île de Ross en Antarctique. Ils viennent de Nouvelle-Zélande et leur voyage a été long et difficile, si pénible que cette expédition a failli ne pas se faire. En effet, une tempête les frappe pendant la traversée et 2 poneys et un chien de traîneau ne survivent pas à cette épreuve. Sur le trajet, après la tempête, ce sont les glaces qui se révèlent dangereuses. Prisonniers de la banquise, l'équipage résiste comme il peut dans le froid. À bord, ils prennent soin de leurs 17 poneys sibériens et leurs 33 chiens de traîneau. Ces animaux, leurs braves compagnons, ils en auront besoin une fois à terre. Leur périple n'a même pas réellement commencé qu'il est déjà bien compliqué. Les jours défilent. Une première semaine, puis une deuxième. Au bout de 20 jours, le Terra Nova est enfin libre. L'expédition atteint Cap Evans,
l'équipe s'installe. En plus, les 65 hommes, sélectionnés sur plus de 8000 volontaires, sont considérés comme les plus aguerris. 11 d'entre eux, d'ailleurs, ont déjà participé à plusieurs expéditions de grand froid. Mais cette nouvelle expédition a une saveur comme aucune autre, avec de grands enjeux. L'expédition de Robert Falcon Scott se veut être la première à parvenir jusqu'au pôle Sud et donc à rentrer dans l'histoire. Ils déploient leur abri en préfabriqué, une petite cabane de 15 mètres de long sur 7,7 mètres de large. Les hommes s'entassent à l'intérieur. Robert Falcon Scott prépare en vitesse la prochaine étape. Il faut dire que le temps passé immobilisé par les glaces polaires leur a fait prendre un retard considérable. Plus de temps à perdre, il faut préparer l'expédition vers le pôle Sud. La mission est simple, établir un point de ravitaillement et préparer le chemin qui servira pendant la véritable expédition qui se tiendra au printemps. L'objectif n'est pas compliqué, mais les événements ne se passe pas comme prévu. Le groupe part, sauf que dans la précipitation, les hommes oublient les raquettes dont les poneys ont besoin pour pouvoir marcher. Comme si cela ne suffisait pas, un blizzard énorme arrête l'équipe très rapidement, ce qui les contraint à renvoyer 3 poneys trop faibles pour le voyage vers le camp. Il y en a 2 qui périssent sur le chemin du retour. Le voyage est difficile et plusieurs autres poneys succombent à leur tour. Ils sont achevés par Scott pour se servir de leur viande. Scott, d'ailleurs, commence à douter. Les conditions sont extrêmes et bien pires que prévu. Aussi aguerri soit-il, tenter d'aller au bout du trajet initial relève de l'inconscience. Tiraillé, Scott décide finalement d'établir le point de ravitaillement à 56 km au nord du point prévu à l'origine. Il pense sur le moment que c'est la meilleure décision à prendre. Il s'agit en réalité d'une erreur qui aura de très lourdes conséquences. Le point de ravitaillement créé, il faut retourner au camp de Cap Evans. Sur le trajet du retour, plusieurs poneys succombent à nouveau en tombant dans l'eau glacée ou encore d'épuisement. Sur les 8 poneys emmenés pour cette étape, seuls 2 survivent. De retour au camp, plusieurs équipes se forment alors en fonction des différentes zones à étudier, puisque l'expédition n'a pas uniquement pour vocation d'atteindre le pôle Sud, mais également d'étudier toute cette partie du monde qui est alors quasiment inexplorée. Une des équipes quitte l'île de Ross fin janvier 1911 et navigue vers la terre Victoria. Elle finit par tomber sur une deuxième expédition, celle du Roald Amundsen. C'est une catastrophe pour Scott. Visiblement, son équipe n'est pas la seule à vouloir atteindre le pôle Sud en premier. S'engage alors une course contre la montre. Le 13 septembre 1911, soit 8 mois après leur arrivée, Robert Falcon Scott a enfin son plan pour partir à l'attaque du pôle Sud. Il prévoit un aller-retour de 2842 km en 144 jours. Ce sont en tout 16 hommes qui partent pour le voyage en utilisant les véhicules chenillés, les poneys et les chiens. Arrivés au niveau du glacier Birdmore, les chiens retournent vers le camp de base et les poneys sont tués pour servir de nourriture. Les 16 aventuriers se divisent en 3 groupes qui partent à l'assaut du glacier, hissant et tirant leur propre matériel. Sur ces 3 groupes, enfin, un seul d'entre eux tentera la conquête du pôle, les autres étant des groupes de soutien. Il s'agit d'un plan complexe où les calculs de vitesse, de distance et de consommation de rations ne sont pas simples. La moindre erreur pourrait être fatale. C'est à ce moment que l'expédition devient maudite. D'abord, les véhicules de la première équipe partie pour déposer les vivres au point de ravitaillement tombent rapidement en panne et ne parviennent qu'à parcourir 87 km. L'équipe est donc contrainte de transporter les 336 kg de fournitures sur 241 km, le tout dans des conditions extrêmement difficiles. Je vous laisse imaginer leur état de fatigue. Et d'ailleurs, les températures ne dépassent jamais moins 18 degrés et les hommes se retrouvent coincés par un blizzard. C'est de pire en pire. Ils sont immobilisés, se réfugient à l'abri et attendent. Les jours passent, puis une semaine, puis 2. Ils ne peuvent repartir qu'au bout du 15e jour. Mais vous vous souvenez du plan de Scott ? Tout avait été préparé dans le moindre détail, à la ration près, sans marge d'erreur possible. Mais l'imprévisible s'en mêle et après 15 jours au même endroit, les hommes viennent de consommer les rations qui étaient normalement prévues pour le reste du voyage. Le 4 janvier 1912, 5 hommes, Robert Falcon Scott, Edward Adrian Wilson, Lawrence Oates, Henry Robertson Bowers et Edgar Evans, entament la dernière étape vers le pôle Sud. Ils marchent sans relâche, ils y sont presque et à 20
24 heures de l'arrivée, le 16 janvier 1912, ils remarquent un drapeau noir qui se détache sur le blanc immaculé de la neige. C'est là qu'ils comprennent. Les Norvégiens les ont dépassés. Amundsen est parti 12 jours avant eux et a été bien plus rapide, faisant le voyage en 57 jours contre 79 pour l'équipe anglaise. Ils sont donc arrivés il y a près d'un mois. L'équipe anglaise arrive avec un mois de retard et sur place, ils découvrent que les Norvégiens ont laissé une tente, quelques fournitures et un court message pour Scott, ainsi qu'une lettre pour le roi Haakon VII afin d'authentifier l'exploit, qu'il demande d'ailleurs poliment à Scott de faire parvenir à son destinataire. On croirait presque que les Norvégiens les narguent. L'équipe de Scott repart déçue le lendemain, et c'est un euphémisme. Imaginez les semaines, les mois de préparation même, pour qu'au final, ils découvrent au dernier moment qu'ils n'étaient pas les premiers, et que oui, ça restait un exploit ce qu'ils avaient fait, mais on se rappelle des premiers, et malheureusement, pas des seconds. Ils font donc marche arrière et progressent rapidement 23 km par jour. Cependant, à quelques jours de la fin de leur périple, la santé d'Edgar Evans se détériore rapidement. Il a une blessure à la main qui ne guérit pas et en plus il est gravement touché par le froid. Il se pourrait aussi qu'il ait été blessé à la tête après plusieurs chutes sur la glace. Il tombe et meurt le 17 février. Après ça, le temps se dégrade encore. Lawrence Oates, qui souffre d'une vieille blessure au pied, comprend qu'il est condamné et que la gangrène va lentement le tuer. Pour ne pas gâcher de ration, il décide de se sacrifier. Comme il sait que ses camarades feront tout pour le sauver, il décide de ne rien dire à personne sur sa condition et sort de la tente. Il lance simplement à son équipe « Je vais sortir et j'en aurai sûrement pour longtemps ». Puis il disparaît dans le blizzard. Les 3 derniers hommes doivent reprendre la route, ils luttent pour continuer d'avancer, mais sont bloqués par le vent et le froid. À 18 km de leur dernier point de ravitaillement, celui-là même qui avait été décalé de 56 km plus au nord, leurs stocks sont épuisés et ils n'arrivent plus à avancer. Ce point de ravitaillement déplacé était une décision stratégique, mais une erreur mortelle. Le journal de Scott, au 29 mars, la date présumée de leur mort, se termine par ces mots. « Chaque jour, nous sommes prêts à nous rendre à notre dépôt à 11 miles d'ici. Mais devant l'entrée de la tente persiste un paysage de congères se déplaçant au gré du vent. Je ne pense pas qu'on puisse espérer mieux maintenant. Nous lutterons jusqu'à la fin, mais nous nous affaiblissons, évidemment, et la fin est proche. C'est regrettable, mais je ne pense pas que je puisse écrire davantage. R. Scott. Pour l'amour de Dieu, prenez soin de nos familles. » L'équipe de Scott disparaît avant d'atteindre le point de ravitaillement, marquant la fin de cette expédition maudite. Des mois plus tard, le 12 novembre 1912, une équipe de recherche découvre les corps de Scott, ses compagnons et leurs journaux, qui racontent les détails de cette tragédie. Sur ces deux affaires, plusieurs auteurs mettent en avant que les tragédies auraient pu être évitées avec de meilleures décisions. Le capitaine Arnaud refuse de monter sur le premier navire, ce qui les condamne et entraîne leur perte. Scott est parfois pointé du doigt comme ayant emmené ses camarades à la mort du fait de ses mauvaises décisions et sa très mauvaise gestion. Ces cas s'apparentent à des expéditions maudites, pourtant une malédiction par définition est un malheur inéluctable. Ces deux affaires ont lieu dans des endroits inhospitaliers, dans des conditions extrêmes où la moindre erreur, le moindre imprévu ou bien une mauvaise décision peut coûter la vie. Elles sont tragiques, mais elles n'étaient pas inéluctables ni maudites. Cependant, elles ont quand même accumulé les malheurs. Et peut-être que quand le poids des malheurs devient trop lourd à porter, on finit par se penser maudit, comme ces pauvres hommes, femmes et enfants qui ont vécu des moments inimaginables pour nous, dont très peu en ont réchappé. J'espère que vous avez apprécié ma narration de ces affaires passionnantes mais tristes. Comme d'habitude, toutes les sources sont en description. Je remercie à nouveau le sponsor de cette vidéo, Grand Angle, et sa BD The Ex-People que je vous recommande vraiment si vous appréciez le genre. Enfin, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les membres de la chaîne qui soutiennent le rythme de production intense. Je vous donne rendez-vous à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.